Bonjour à tous, Gilles Capelier, je suis président de l'association du Don du Souffle et l'association est très heureuse aujourd'hui d'accueillir dans ses locaux un certain nombre de spécialistes et de participants à ce webinaire qui est enregistré, donc il sera disponible pour ceux qui ne pourraient pas rester jusqu'au bout, il sera disponible pour ceux qui s'étaient inscrits et qui n'ont pas pu se connecter et éventuellement ceux qui souhaiteraient après se connecter pourront aussi, par la même opération d'enregistrement, avoir accès à des informations vraiment importantes. Alors, ces webinaires pour l'association sont importants. Ça représente pour nous une façon, association du Don du Souffle, d'essayer d'apporter un éclairage sur des questions qui nous semblent importantes, des questions d'actualité, des questions peut-être moins bien connues parce que plus récentes dans leur approche, peut-être plus complexes pour certaines d'entre elles. Et on fait appel pour ça à des personnes, à des présentations qui ont toute l'expertise, l'expérience professionnelle pour mettre en avant ces nouveautés. Et donc aujourd'hui, on va parler, enfin, nos invités vont parler cancer, sommeil, activité physique adaptée. C'est un sujet qui peut peut-être sembler loin pour certains d'entre nous, et là je parle en tant que professionnel de santé habitué à avoir des traitements dans des petites boîtes ou sous forme d'injection. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une approche globale du malade, et je laisserai bien sûr nos invités, nos présentateurs, nos intervenants expliquer ça bien mieux que moi. Et donc, ce programme, il comporte deux présentations, une sur l'activité physique adaptée avec M. Quentin Jacquinot, qui est donc professeur d'APA et qui travaille aussi à l'IRFC et au CHU de Besançon. Il aura l'occasion de se représenter. Et puis, impact du cancer sur le sommeil par Madame Chloé Droz, qui est étudiante doctorante à l'UFR STAPS, sur le sujet, et là aussi elle aura l'occasion de préciser tout ça. Et on a la chance d'avoir comme modérateur le docteur Laura Amancy, qui est donc médecin dans le service d'oncologie, et puis le docteur Valérie Gillet, qui travaille donc au sein de l'association dans la structure Ellipse et qui est spécialisée dans le sommeil. Moi, je vais me retirer sur la pointe du pied pour laisser les spécialistes vous apporter tout leur éclairage. Souhaite à tous vraiment une très belle session et on sera très heureux a posteriori de recueillir aussi vos avis, et n'hésitez pas d'envoyer vos questions par le chat. On a une possibilité bien sûr pour vous d'intervenir, et nos participants seront à même de vous éclairer sur toutes les questions qui pourraient rester. Voilà, très belle soirée. Moi je vais dans mon bureau écouter, mais je vais vous laisser travailler aussi. Donc, bonsoir à tous. L'idée de cette présentation, c'est de faire une présentation très générale sur la thématique activité physique et cancer. Alors, en prévention, on est dans le mois d'Octobre Rose, on parle beaucoup de sensibilisation au dépistage dans le cancer du sein, mais aussi au changement de notre mode de vie en prévention, c'est-à-dire en prévention de certains cancers, notamment le cancer du sein, sur l'alimentation et l'activité physique. Donc moi, je ferai plus un topo sur l'activité physique et ce sera très général pour donner place à une présentation plus spécifique, notamment sur le sommeil. Donc moi, je suis Quentin Jacquinot, je suis responsable de la recherche et développement donc en activité physique adaptée au sein de l'Institut régional fédératif du cancer de Franche-Comté. Et pour commencer tout de suite dans le vif du sujet, sans aller trop loin, puisque je ne suis pas spécialiste, mais pour bien comprendre pourquoi finalement il faut bouger, vous le comprendrez assez vite. Simplement, le cancer, vraiment très succinctement, ça résulte d'une combinaison de plusieurs facteurs susceptibles d'interagir entre eux et d'augmenter le risque de cancer. Donc, il y a des facteurs de risque intrinsèques qu'on ne peut pas modifier puisque c'est la génétique ou l'avancée en âge. Et il y a les facteurs de risque extrinsèques, et bien évidemment, c'est ceux qui nous intéressent puisque c'est ceux sur lesquels on va pouvoir agir. Et donc, on le voit par cette illustration de l'Institut national du cancer qu'il y a différents facteurs de risque qui peuvent induire des cancers. Et on connaît bien le tabac, l'alcool au premier rang. Et ensuite vient assez rapidement l'alimentation et le surpoids, bien avant d'autres facteurs de risque. Et on voit finalement que l'activité physique arrive bien après et finalement serait responsable que seulement de 0,9
des cancers, tout simplement en n'atteignant pas ce seuil des recommandations de l'OMS des 30 minutes d'activité physique. Donc pourquoi parler d'activité physique? Finalement, s'il y a une proportion qui est très faible, on va le voir assez rapidement. On le voit tout de suite ici sur ce que vous avez pu voir peut-être sur votre télé, c'est qu'on pourrait éviter 40% des cancers si on. Donc du coup, on voit bien que finalement, là, même si le manque d'activité physique est responsable de 0,9% des cancers, on voit que l'INCa demande à bouger un peu plus, et le fait de bouger plus pourrait aussi diminuer l'incidence de certains cancers. Donc on va le voir juste après. On peut changer de diapo. Et donc, on tombe sur ce triptyque-là qui va être finalement le fil rouge de toute la présentation. Donc, l'activité physique, et je vais aborder la thématique de la sédentarité, puisque c'est quand même deux choses différentes. La nutrition, alors on va pas rentrer dans le détail, puisque ce n'est pas l'objet de la présentation. Et le poids, où on pourrait parler aussi de composition corporelle, de masse corporelle, on peut mettre certaines choses. On va tout de suite rentrer sur la notion de nutrition. Donc, on voit ici une représentation de l'INCa qui montre qu'on retrouve l'alcool comme principal facteur de risque des cancers, notamment des cancers des voies aérodigestives supérieures. Ça induit aussi, ça augmente le risque de cancer du sein, que ce soit en pré- ou en post-ménopause, ou d'autres cancers digestifs, foie et estomac. On voit également que la charcuterie a un impact, et ça fait débat en France, puisqu'on est gros consommateur de charcuterie, et on voit que ça peut être responsable des cancers notamment du côlon et du rectum. On voit en revanche que pour une autre diapo, il y a les facteurs protecteurs qui sont bien établis aujourd'hui, la consommation de fibres, de céréales, de produits laitiers. Le café pourrait être protecteur pour certains cancers, notamment du foie et de l'endomètre. La consommation de fruits et légumes, aujourd'hui, il n'y a plus de secret, c'est 5 fruits et légumes par jour. Et l'allaitement aussi protège, notamment pour le cancer du sein. Et on voit là que l'INCa a inclus l'activité physique dans les facteurs nutritionnels. C'est pour ça qu'on retrouve dans ce triptyque, finalement, la nutrition. Et pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas dissocier l'activité physique de la nutrition. Donc, on aborde toujours ça avec les patients aujourd'hui. Important aussi à retenir, j'en profite de cette présentation, il n'y a pas d'aliments anti-cancer. Je ne rentre pas plus dans le détail, on pourra peut-être en discuter par la suite. C'est des questions qui arrivent souvent chez nos patients, donc qui sont atteints de cancer, mais en tout cas, c'est des idées reçues qui sont encore véhiculées. Donc là, on va aborder la notion de poids, et on le voit là, toujours avec les illustrations de l'INCa, que le surpoids et l'obésité, finalement, est responsable de bien plus de cancers que la consommation de viande rouge. Et donc, pourquoi? Tout simplement, de manière assez schématique et simple, l'obésité et le surpoids vont augmenter l'inflammation, va augmenter la sécrétion de certaines hormones adipeuses, va augmenter la concentration de stéroïdes, et notamment les œstrogènes libres, et augmenter l'insulinorésistance. Et tous ces facteurs-là vont majorer le risque de cancer. Et donc, pour finir, on va parler d'activité physique. Avant de parler d'activité physique, on parlera de sédentarité. Nous sommes sédentaires en ce moment, nous sommes nous tous assis. Donc, c'est une période générant une dépense énergétique proche du repos. Donc, assis, nous sommes considérés comme sédentaires. Et bien évidemment, ça va avoir des impacts négatifs sur la santé. On peut être sédentaire à différents moments, dans les activités de loisirs, au travail, dans les transports et au domicile. Et pour se catégoriser, savoir si on est gros sédentaire ou petit sédentaire, on peut facilement se positionner sur cette échelle-là. On est considéré comme faiblement sédentaire en dessous de 3 heures assis par jour, ou très sédentaire, ce qui est mon cas, plus de 7 heures assis par jour, devant les patients, devant un ordinateur, hors temps de repas, bien évidemment, et hors temps de sommeil. C'est vraiment un temps d'éveil. Donc, on peut voir tout de suite que ça va vite être péjoratif. La sédentarité, c'est le 4e facteur de risque des décès dans le monde. Ça peut être responsable de certains cancers, cancer du sein, du côlon, on parle même du cancer de prostate, et bien sûr d'autres maladies chroniques comme le diabète ou les problèmes cardiovasculaires. Et donc, il faut agir sur cette sédentarité, mais aussi sur l'activité physique, puisqu'on peut être sédentaire et physiquement actif. Physiquement actif, c'est le fait d'atteindre ces recommandations de l'OMS, ces fameuses 30 minutes d'activité physique. On n'a pas toujours le temps de caler dans l'emploi du temps. Et donc, le fait d'être considéré comme inactif physiquement, c'est le fait de tout simplement ne pas avoir son quota d'activité, donc c'est 30 minutes d'activité. Et donc, le fait d'être inactif, donc de ne pas atteindre ce seuil-là, forcément, ça va induire une augmentation du risque de cancer, donc de 0,9% selon les chiffres de l'INCa, mais c'est aussi la première cause de mortalité évitable. Et donc, pour rappel, 30 minutes 5 fois par semaine qu'on peut fractionner, ça c'est très important, on le dit bien aux patients. Et chez les plus jeunes,
1 heure par jour. Là, j'ai vu dernièrement que l'OMS a publié les résultats en disant que d'ici 2030, le manque d'activité physique, le fait que les personnes n'atteignent pas ces fameuses 30 000 activités physiques, serait responsable de 500 millions de nouveaux cas de maladies chroniques d'ici 2030. Donc, c'est tout proche. Et l'INCa nous dit encore que finalement, monter les escaliers permet de diminuer, de lutter contre le cancer du sein. Donc, avec des choses simples comme monter les escaliers, on peut, avec de l'activité physique, bien sûr, diminuer l'incidence des cancers du sein en pré- ou en post-ménopause. Alors, ça marche bien en post-ménopause. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va pouvoir agir sur le taux d'hormones circulant et notamment l'œstrogène. Et ça marche aussi dans le cancer du côlon, et du côlon, mais pas du rectum. Et dans le cancer de l'endomètre, il y a quelques données qui ne sont pas encore des données convaincantes au niveau de la recherche, en tout cas des données probables, des résultats probables sur les cancers de prostate et du poumon. Donc bien en prévention primaire. Donc les mécanismes, pourquoi finalement l'activité physique pour avoir un bénéfice est un facteur protecteur des cancers? Tout simplement parce que l'activité physique va agir sur le surpoids et l'obésité et en cascade va diminuer donc l'activité aromata, donc la libération d'œstrogènes libres et bien sûr diminuer la sécrétion de certaines hormones comme la leptine qui est un facteur qui va favoriser l'angiogénèse, qui est promitogène, à la différence que l'adiponectine est plutôt pro-apoptotique et donc va faciliter la mort programmée des cellules. L'activité physique va permettre aussi de diminuer l'insulinorésistance, mais aussi diminuer la libération de certaines protéines comme les IGF-BP ou diminuer l'inflammation circulante avec certains marqueurs qu'on connaît bien, les TNF-alpha, les IL-1 et les IL-6. Donc on va plutôt diminuer les facteurs pro-tumoraux impliqués dans l'angiogénèse, la lésion des mutations de l'ADN ou dans le développement tumoral et plutôt améliorer la libération de facteurs antitumoraux. Pendant les traitements, il y a toujours cette question de bénéfice-risque. L'idée est de faire bouger le patient sans forcément, s'il a une métastase, avoir une fracture, sans que ce soit trop fatigant pour lui et qu'il soit plus fatigué que sa maladie. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de se poser la question. Et longtemps, on s'est dit, est-ce que on avait toujours ce message-là de dire aux patients, reposez-vous, vous avez un cancer. Et souvent, l'entourage aujourd'hui a encore ce message-là. Vous êtes malade, vous avez un cancer, vous êtes en chimio, il faut garder des forces pour se battre et donc pas bouger. Donc, la recherche a fait son œuvre. Hein. On voit l'augmentation du nombre de publications juste sur la thématique activité physique et cancer ces dernières années. On voit que dans les années 2000, pour un comparatif, on avait un peu plus de 400 publications sur une année. En 2020, donc 20 ans après, on a plus de 3500 publications. Ça fait quasiment 10 publications par jour sur la thématique simplement activité physique et cancer. Et grâce à ce rationnel-là, on s'est aperçu qu'il y avait quand même plus de bénéfices que de risques. Donc avant d'aller dans le détail sur les effets bénéfiques, je vais lister un petit peu les effets secondaires. Bien sûr, c'est loin d'être exhaustif, il y en a beaucoup, mais en tout cas, c'est bien pour contextualiser la prise en charge des patients en cancérologie. Donc, le fait d'avoir un cancer ou des traitements, forcément, nécessiter parfois une hospitalisation en pré- ou post-chirurgie, une hospitalisation dans le cadre de traitement. Certains gestes comme chirurgicaux vont nécessiter un arrêt d'activité physique, donc on va sédentariser et aliter un patient naturellement lié au geste opératoire. Les traitements peuvent induire des effets secondaires, des nausées, des vomissements, des douleurs articulaires, musculaires, des toxicités digestives par exemple. Bien sûr, le stress et l'anxiété liés à l'annonce de la maladie et au pronostic, c'est immédiat dès l'annonce de la maladie. Et puis bien sûr, la sensation de fatigue, alors je ne vais pas aller plus loin puisque ce sera l'objet de la présentation par la suite. Et puis, on peut aussi avoir une modification défavorable de la composition corporelle avec notamment une dénutrition qui est souvent encore sous-diagnostiquée en oncologie. C'est 40% des patients atteints de cancer et plus encore quand on est en situation métastatique. Et aussi dans certains cancers, cancer du sein et cancer de prostate, on va plutôt avoir une augmentation de l'adiposité, donc plutôt des patients qui prennent du poids, de la masse grasse. Donc, on a un patient qui a un cancer, qui va avoir des traitements, et naturellement, on va le sédentariser, on va augmenter son inactivité physique, puisqu'on lui dit d'arrêter de travailler, dans 90% des cas. Le ciel lui tombe sur la tête, donc on va moins envie d'aller faire son activité physique, à sa salle de sport, à son club ou autre. Et puis, des fois, il y a des effets secondaires, on l'a vu, donc qui nous empêchent de bouger. Et tout ceci va progressivement induire un déconditionnement physique, avec une diminution des capacités cardio-respiratoires.
que ce soit l'effort maximal ou sous-maximal, hein, monter des étages devient plus difficile, on est essoufflé plus précocement quand on fait son activité physique, on va avoir une diminution progressive de la force et de l'endurance musculaire, et on va avoir une modification donc défavorable de la composition corporelle, avec souvent une perte de masse musculaire associée ou pas à une perte de masse grasse. Et un élément important, c'est il y a deux facteurs importants qu'on surveille, nous, en cancérologie, c'est les capacités cardio-respiratoires, sous-maximales ou maximales, on le voit qu'on évalue au travers de la VO2 max, et cette VO2 max, ces capacités cardio-respiratoires sont associées à la survie après cancer, elles sont inversement corrélées à la mortalité toutes causes confondues, et même prédictives d'une morbimortalité périopératoire. Et on le voit là très simplement ici avec cette figure, on voit que la probabilité de survie après un cancer est significativement plus élevée chez les patients qui ont un haut niveau de condition physique, donc en vert, hein, supérieur à 10 mètres. Hein, donc MET, c'est les Metabolic Equivalent of Task. Et vous avez les patients qui ont une survie significativement inférieure chez les patients qui ont une capacité cardio-respiratoire faible, c'est-à-dire en dessous de 5 mètres. L'autre élément, donc, c'est la masse musculaire, et on parle souvent de sarcopénie. La sarcopénie qui est un phénomène tout à fait naturel qui est plutôt lié à l'âge, c'est la perte de force et la perte de masse musculaire. Donc malheureusement, à partir de 30 ans, si on ne fait pas d'activité physique, on va commencer à perdre de la masse musculaire et donc de la force. Et on parle de sarcopénie secondaire en cancérologie, tout simplement parce que certains traitements, des inhibiteurs de tyrosine kinase notamment, peuvent aussi induire une perte de masse musculaire, mais le fait d'être sédentaire ou autre va perdre progressivement de la masse musculaire et de la masse grasse. Et je vous l'ai illustré ici, on voit bien en rouge, hein, c'est une coupe de scanner, en rouge est représentée la surface de la masse musculaire, donc en L3. Et on voit bien que le premier patient, la première ligne, c'est un patient qui a un IMC à 31,7, donc qui est considéré comme en surpoids. Et on voit bien que ce patient-là, donc en rouge, la masse musculaire par rapport au patient d'en dessous, qui a le même IMC quasiment, 31,3, est considéré comme sarcopénique tout simplement parce qu'on voit qu'il y a moins de rouge, hein, visuellement, il y a moins de surface rouge, et puis il y a même des infiltrats graisseux, donc en bleu, dans le muscle. Donc le patient est considéré selon la littérature comme sarcopénique, même si c'est discutable. Là, on a juste la masse musculaire, en sachant que la sarcopénie, c'est perte de masse et perte de force. Mais si on perd du muscle, naturellement, on va à terme perdre de la force. Donc on a souvent ces deux cas de figure-là, et un patient qui est en surpoids ou en situation d'obésité en salle d'attente, eh ben, on ne pense pas qu'il ait d'une nutrie, mais des fois, quand on fait un scanner, on s'aperçoit que ce patient-là, eh ben, entre le début de sa chimio et la fin de la chimiothérapie, eh ben, il a perdu de la masse musculaire. Et moins de masse musculaire, plus de toxicité au niveau des traitements, et souvent une survie globale nettement inférieure chez les patients qui présentent une perte de masse musculaire. Donc tout ça pour revenir à cette idée du déconditionnement. Donc forcément, si on modifie la composition corporelle et qu'on perd du muscle, on va perdre de la force et de l'endurance, et on va aussi perdre des capacités cardio-respiratoires, et tout ceci va augmenter la sensation de fatigue pendant les traitements et diminuer la qualité de vie des patients. J'en dis pas plus. De manière synthétique, hein, pendant les traitements, parce qu'on pourrait faire des présentations spécifiques, mais l'idée, je voulais synthétiser les principaux résultats. On va retrouver, bien sûr, après des programmes d'exercice, d'activité physique, une augmentation de l'endurance et de la force musculaire. Hein. Plus on travaille le muscle, plus il va gagner en force et en endurance. Plus on marche, ben, plus on va être endurant, et donc plus on aura d'amélioration des capacités cardio-respiratoires. Au niveau de la composition corporelle, c'est encore un petit peu délicat, dans le sens où on a peu de données encore chez les patients qui sont dénutris ou à des stades avancés. On n'arrive pas avec l'activité physique à améliorer significativement la masse musculaire. Ce qui est sûr, c'est qu'on arrive à améliorer la fonction musculaire, et ce qui est plutôt intéressant puisque la fonction est aussi pronostique. Pour la modification de la composition corporelle chez les patientes qui prennent du poids dans les cancers du sein ou au cancer de prostate, on arrive avec des programmes d'exercice à leur faire perdre cette masse grasse. Et bien sûr, il ne faut pas faire simplement un régime restrictif, puisque là, on perdrait et du muscle et du gras. Et donc là, l'idée, c'est de bouger pour maintenir la fonction musculaire, la masse musculaire et la fonction, et diminuer la masse grasse. On a aussi des effets bénéfiques sur la diminution des douleurs, des arthralgies, myalgies, notamment avec le Taxotere, avec certains produits de chimiothérapie. Ça marche aussi pour l'hormonothérapie. On a une diminution de l'anxiété, une amélioration de la qualité de vie, une diminution des toxicités cardiaques, une amélioration des paramètres immunitaires et inflammatoires, et surtout une amélioration de l'observance au traitement. Après les traitements, on retrouve clairement les mêmes bénéfices que pendant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'activité physique permettrait de diminuer aussi le risque de récidive et d'améliorer donc le pronostic des patients. Donc,
Les données ici sont présentées sur les données pour le cancer du sein, du côlon, sein et prostate, en sachant que ça ne peut pas dire que ça ne marche pas pour les autres tumeurs. Simplement, aujourd'hui, on manque de données et on n'a pas de données de grosses cohortes prospectives aujourd'hui actuellement. Il y a un élément important qui marche en prévention primaire, mais aussi pendant et après le traitement, il y a un effet dose-réponse à l'activité physique. Plus on fait d'activité physique, plus on aura de bénéfices pour la santé. Il y a des jours où on n'a pas le temps, il y a des jours où on n'est pas motivé, mais simplement le fait de faire ces activités de la vie quotidienne, un patient qui a sa chimiothérapie, qui est fatigué 2 jours après sa chimiothérapie, le fait d'aller à la boîte à lettres ou simplement s'habiller, se laver, faire à manger, c'est des activités qui sont intenses pour lui, difficiles à réaliser, mais qui sont déjà importantes en termes de bénéfices pour la santé. C'est toujours mieux que de rester allongé ou assis toute la journée. Alors bien sûr, le bénéfice est moins important que finalement d'atteindre ces recommandations des 30 minutes d'activité physique. On voit que le gain en termes de santé, le bénéfice pour la santé est très important. Et plus on va ajouter d'activités physiques, comme des activités d'endurance, vraiment à dominante aérobie, vraiment avec des intensités un peu plus importantes, ou des activités de renforcement musculaire, on va encore majorer le bénéfice pour la santé. Voilà. Et attention par contre, et ça arrive chez certains patients, à ne pas en faire trop aussi, puisqu'on pourrait avoir un effet de surdose, qu'on appelle aussi de surentraînement chez les sportifs. Donc on veille aussi à faire attention à ce que l'activité physique soit bien faite, bien encadrée, bien adaptée en termes de charge, d'entraînement, de volume, et puis adaptée aussi au traitement. Si on est en phase de traitement, on ne commence pas trop vite, trop fort, au risque de se blesser. Et pour conclure, ce qu'il faut retenir finalement de tout ça, c'est qu'il n'y a pas d'activité plus efficace aujourd'hui, ou plus recommandée qu'une autre. Le yoga n'est pas plus efficace que la marche n'est pas plus efficace que la course à pied. Tout dépend des objectifs du patient, son projet. On n'a pas de plus-value, plus d'une activité physique qu'une autre. En tout cas, l'activité physique, elle est bénéfique quel que soit le cancer. Avant, on a commencé le cancer du sein en Franche-Comté parce que c'était là où il y avait le plus de données, c'est là où les oncologues étaient le plus motivés pour commencer. C'est là où on avait aussi les patients, peut-être aussi les moins fragiles. Et puis, très rapidement, on a ouvert aux patients métastatiques. Et puis, très rapidement, on a ouvert aux autres patients. Aujourd'hui, on propose même l'activité en pédiatrie, en hématologie, en chambre stérile. Voilà, donc ça, et tous les stades de la maladie, mais patients métastatiques, ça, c'est vraiment important. Et donc, retenez bien cet effet de dose-réponse. Un peu, c'est bien. Un peu plus, c'est mieux. C'est ce qu'on doit essayer d'appliquer un petit peu nous-mêmes au quotidien. Et c'est vraiment le message qu'il faut faire passer aux patients. Et jamais trop tard pour commencer. Et n'oubliez pas, ce triptyque, finalement, on peut agir sur sa sédentarité. Donc, essayer d'être moins assis le moins longtemps possible dans sa journée, d'être actif régulièrement et d'atteindre ses recommandations qu'on peut fractionner par période de 10 minutes ou tout simplement monter les escaliers. Monter les 3 étages d'affilée, ça équivaudrait à 30 minutes d'activité physique puisqu'on aura une sollicitation cardiaque et musculaire plus importante que marcher 30 minutes sur le plat avec une faible intensité. Et bien sûr, avoir des habitudes alimentaires adaptées avec une alimentation variée, équilibrée, et puis un maintien du poids. On dit normalement du poids, on doit faire le même poids qu'à ses 18 ans de toute sa vie, ce qui est très compliqué, très culpabilisant. En tout cas, ce qui est important, c'est de limiter la prise de poids, surtout à certaines périodes de la vie. On sait chez les femmes, la ménopause peut aussi augmenter la prise de poids et on retombe dans ce mécanisme prise de poids, augmentation de certaines hormones. Donc, on augmente le facteur de risque. Voilà. Et en tout cas, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller sur le site de l'IRFC où vous trouverez ce document d'information qu'on remet aux patients. Donc à gauche et à droite, vous avez une petite vidéo qui explique où on peut faire l'activité physique adaptée en Franche-Comté. Voilà. Et donc on répondra à vos questions après la deuxième présentation. Merci. Bonsoir à tous. Donc moi, je vais vous présenter plus particulièrement les troubles du sommeil chez les patients atteints d'un cancer et le lien avec l'activité physique adaptée. Pour rappeler un petit peu le contexte, on sait que le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme, avec un taux d'incidence en légère augmentation entre 2010 et 2018. Et le cancer de la prostate est le cancer le plus présent chez l'homme en général, et avec un taux d'incidence qui tend à diminuer pour cette même période. Cependant, on observe que globalement, le taux de mortalité, tout cancer confondu, tend à diminuer, notamment grâce au progrès thérapeutique, à une meilleure prévention et dépistage, ainsi qu'à une meilleure connaissance des facteurs de risque. Et c'est pourquoi un des principaux enjeux d'aujourd'hui est de réduire donc, les effets secondaires qui vont être liés au cancer et au traitement, afin d'améliorer la qualité de vie des patients.
Donc, concernant la fatigue liée au cancer, c'est le symptôme le plus fréquemment rapporté, tout cancer confondu. Elle est vraiment différente de la fatigue que nous, personnes lambda, nous pouvons ressentir dans la vie de tous les jours. Elle se caractérise donc par une sensation qui est inhabituelle, pénible et persistante concernant un état d'épuisement qui est vraiment lié au cancer et au traitement et qui va interférer sur le fonctionnement habituel du patient. C'est vraiment une fatigue qui est disproportionnée au regard de l'activité réalisée et qui n'est surtout pas soulagée par le repos ou par le sommeil. En cours de traitement, on peut retrouver cette fatigue chez 25 à 100% des patientes, qu'ils aient de la chimiothérapie ou de la radiothérapie. Et puis, ce symptôme peut perdurer de 5 à 10 ans chez 25 à 30% des patients. Et comme nous pouvons voir sur la figure ci-contre, ce symptôme de fatigue est nettement plus fréquent par rapport à la nausée, à la dépression, à la douleur et est présent tous les jours pour environ 30% des patients en cours de chimiothérapie. Les causes de cette fatigue liée au cancer sont multiples. Elle peut être due aux troubles de l'alimentation, à l'anxiété, la dépression, le stress, au traitement, aux douleurs, à l'anémie, à une augmentation de l'inflammation, à des troubles associés, mais surtout à la diminution de l'activité physique qui va justement induire un déconditionnement cardio-respiratoire et neuromusculaire chez les patients. Et puis, il y a également une importance des troubles du sommeil comme cause de cette fatigue, notamment l'insomnie, l'hypersomnie, le dérèglement des rythmes circadiens. Et donc, nous allons voir comment ces trois paramètres vont interagir ensemble. Sur cette diapo, simplement pour revenir un petit peu sur le déconditionnement cardio-respiratoire, donc la VO2 max est le marqueur des plus importants justement pour évaluer cette condition. Et comme nous pouvons le voir donc dans les résultats de cette étude, où les auteurs en fait ont comparé des patientes atteintes d'un cancer du sein avec des femmes lambda qui sont en bonne santé mais qui sont sédentaires. Et donc, première chose au niveau des résultats, on remarque que la VO2 max des patientes atteintes d'un cancer du sein en post-traitement est inférieure à celle en pré-traitement. Et deuxième fait intéressant, on remarque que la VO2 max pré- et post-traitement des patientes avec le cancer du sein est encore inférieure à celle des femmes en bonne santé mais qui sont sédentaires. Pour revenir sur notre fatigue liée au cancer et aux troubles du sommeil, au final, ce sont vraiment deux symptômes comorbides. On sait qu'il y a une forte corrélation entre eux. En fait, la fatigue va induire une altération du rythme veille-sommeil. Bien sûr, les patients qui vont se sentir fatigués vont essayer de faire plus de sieste et d'avoir plus de temps de repos dans la journée. Ils vont également être moins inactifs et être plus sédentaires. Et on se rend compte qu'on peut avoir directement une répercussion sur la nuit suivante en diminuant la propension au sommeil, c'est-à-dire l'envie de dormir. Et puis, finalement, le fait de passer une mauvaise nuit de sommeil va induire une fatigue dès le réveil ou en journée, qui, en plus de ça, va se surajouter à celle qui est déjà liée à la maladie. Et actuellement, donc, le seul traitement efficace, c'est l'activité physique, que ce soit pendant, après et à distance des traitements, et quel que soit l'âge, le stade, le type de cancer et le statut du traitement. Et il n'y a vraiment aucun traitement médicamenteux à l'heure actuelle pour lutter contre ce symptôme. Les exercices recommandés que l'on trouve et qui sont décrits dans la littérature, ce sont plutôt des programmes d'endurance, d'intensité modérée à élevée et souvent associés à du renforcement musculaire. Et puis, effectivement, on se rend compte que dans les études, on s'intéresse aux bénéfices de l'activité physique sur la fatigue. Effectivement, on voit une diminution de cette fatigue, mais au final, il y a peu d'auteurs qui intègrent vraiment la diminution de sommeil qui pourrait, entre autres, expliquer l'amélioration de cette fatigue. Et puis, il y a également une étude que je trouvais intéressante où les auteurs se sont interrogés. Et effectivement, on constate qu'en fonction des types de cancers, on s'attend à avoir différents profils physiologiques et ou déficits. Et pour tous ces patients, ils ont proposé donc, des exercices vraiment individualisés à partir de données d'évaluation qu'ils ont fait en pré-intervention. Sur la figure ci-contre, dans cette étude, les auteurs ont évalué donc, le pourcentage de patients qui reportent des symptômes modérés à élevés en fonction des différents sites de cancer. Et puis, donc, premier fait, on observe que la fatigue est le premier symptôme rapporté pour le cancer du sein, colorectal, prostate et poumon. Et puis, deuxième fait intéressant, on constate que les troubles du sommeil sont le deuxième symptôme rapporté pour le cancer du sein et prostate et se situent au troisième rang pour le cancer colorectal et du poumon.
Au final, le trouble du sommeil le plus fréquemment rapporté chez les patients atteints d'un cancer, c'est l'insomnie, donc qui a un taux quand même 3 fois plus élevé par rapport à la population en général. On constate que 40% des patients présenteraient des symptômes d'insomnie. Donc là, ce sont principalement des plaintes en lien avec le sommeil plus ou moins ponctuel. Et puis 20% des patients présenteraient vraiment un syndrome d'insomnie qui est décrit selon des critères diagnostiques bien précis qu'on verra un peu plus tard. Cette insomnie est présente chez 42 à 69% des patientes en cours de traitement par chimiothérapie, radiothérapie ou hormonothérapie. Et tout comme la fatigue, elle peut perdurer de 2 à 4 mois en post-traitement, voire même plusieurs années si jamais cette insomnie devient chronique. Une autre figure assez intéressante où là, les auteurs ont évalué donc la prévalence d'insomnie, donc en combinant les syndromes d'insomnie et les symptômes au moment du diagnostic, donc en bleu à T1 et 2 mois après à T2, donc sur le rectangle jaune. Et puis en fait, on observe que le taux de prévalence le plus élevé concerne les patientes atteintes d'un cancer du sein. Et deuxième type de résultat, où là, les auteurs se sont vraiment focalisés uniquement sur le syndrome d'insomnie. Et on observe une fois de plus que c'est chez les patientes atteintes d'un cancer du sein qui ont le pourcentage le plus élevé. Et de façon plus globale, on voit que les valeurs sont quand même moins importantes lorsqu'on se focalise uniquement sur le syndrome d'insomnie. Parmi les études qui se sont intéressées à la thématique troubles du sommeil, insomnie et cancer, on remarque qu'il y a peu d'études vraiment qui décrivent, selon vraiment un diagnostic précis, les troubles du sommeil ou l'insomnie. On constate aussi qu'il y a une grande variabilité dans l'utilisation des différents questionnaires qui ont évalué ces troubles. Et puis, il y a aussi peu d'études qui évaluent ces troubles de façon vraiment objective avec la mise en place de l'actimétrie et la polysomnographie où là, on a encore un nombre plus limité d'études avec très souvent des résultats discordants. Simplement pour vous décrire un peu plus précisément ces deux outils qu'on utilise en pratique clinique pour le sommeil. Donc, il y a l'actimètre. Donc, en fait, c'est le principe de porter une petite montre au poignet non dominant qui va analyser les mouvements du corps la nuit et puis la journée, et ce qui va nous permettre d'observer vraiment le rythme sommeil des patients. Et puis, une fois qu'on analyse les résultats, ça nous sort une petite figure qu'on appelle un actogramme. Et on constate en noir, donc ce sont vraiment les périodes d'éveil. Et puis, tout ce qui est en blanc, ce sont les périodes de sommeil. Deuxième outil intéressant, c'est la polysomnographie. Donc là, on est vraiment sur l'examen de référence qui est le plus complet lorsqu'on s'intéresse aux troubles du sommeil. Donc, différents petits capteurs vont être placés sur la personne au niveau du corps, du visage et du cuir chevelu. Et en fait, cet outil va nous permettre de déterminer l'architecture du sommeil et d'identifier les différents stades avec l'enregistrement de différents paramètres physiologiques. À l'heure actuelle, donc, on a plusieurs classifications pour vraiment identifier ce qu'est un syndrome d'insomnie. Donc, la plus utilisée en pratique courante est le DSM-5. Et donc, on a également plusieurs types d'insomnie. Donc, on a ce qu'on appelle l'insomnie d'initiation, donc qui correspond à des difficultés à s'endormir le soir. On a aussi l'insomnie de maintien, donc là, qui se caractérise par des réveils la nuit. Et puis, ce qu'on appelle l'insomnie tardive, où là, en fait, c'est plutôt un réveil matinal précoce par rapport à l'heure habituelle de coucher. Pour qu'on diagnostique un syndrome d'insomnie, eh bien, ces difficultés doivent forcément s'accompagner d'une perturbation du fonctionnement en journée, donc la fatigue, les difficultés cognitives, des perturbations de l'humeur. Et puis, cette insomnie doit être au moins présente 3 fois par semaine. Et on dit que c'est une insomnie chronique quand ces troubles sont d'une durée supérieure à 3 mois. Et ils sont également présents donc, en dépit de circonstances adéquates pour dormir et ne peuvent pas être expliqués par d'autres troubles du sommeil, comme par exemple l'apnée ou le syndrome des jambes sans repos. Une autre étude que je trouve assez intéressante, où là, les auteurs ont cherché à savoir si l'insomnie évoluait plutôt de façon indépendante, donc de façon unique, ou bien est-ce qu'elle était liée à un groupe de symptômes, donc symptômes cluster. Donc, simplement, un groupe de symptômes, ça se définit par 2 symptômes ou plus qui sont liés les uns aux autres et qui se produisent ensemble. Et dans la littérature, on remarque que le groupe de symptômes le plus souvent étudié, c'est fatigue, douleur, anxiété et dépression. Et si on y ajoute l'insomnie, lequel va pouvoir le plus agir sur l'autre. Et donc, les auteurs ont constaté qu'il y avait effectivement une nature hétérogène de l'insomnie, comme on peut le voir sur la figure à droite. Donc, le rond en bleu concerne la moitié des patientes qui présentaient vraiment une insomnie unique. Et pour l'autre moitié des patientes, eh bien, donc le petit rond en violet, on observait que cette insomnie évoluait directement en lien avec les symptômes de dépression, de fatigue principalement, et l'anxiété
et la douleur. Et donc, ce qui pourrait vraiment nous amener à avoir plutôt des approches différentes dans la prise en charge de ce symptôme. Sur la figure, en fait, Spielmann a décrit l'évolution de l'insomnie selon un modèle tripartite avec des facteurs prédisposants, précipitants et perpétuants. Donc, les facteurs prédisposants correspondent à la vulnérabilité que nous avons chacun au cours de notre vie à développer une insomnie. Donc, il y a des facteurs clairement identifiés, le fait d'être une femme, l'âge, l'histoire familiale, personnelle, des traits de personnalité comme l'hyperexcitation et puis les troubles psychologiques, dépression, anxiété. Puis vont intervenir donc les facteurs précipitants. Donc là, c'est le point de départ d'une insomnie aiguë. Et donc, cela concerne principalement les facteurs de stress physiologique, psychologique, environnementaux. Donc, par exemple, l'initiation d'un nouveau traitement ou l'apparition d'une maladie. Et puis ensuite, les facteurs perpétuants vont entrer en jeu et faire que l'insomnie va devenir chronique et se maintenir sur le long terme avec des facteurs comportementaux, psychologiques d'entretien. Et donc, chez les patients qui ont un cancer, plusieurs facteurs précipitants ont été identifiés. Dans un premier temps, donc, tout ce qui est lié à l'annonce de la maladie, le stress, l'anxiété, le sentiment de peur. Nous retrouvons tout ce qui est lié au traitement, donc la chirurgie qui va entraîner une altération fonctionnelle, esthétique, le fait d'être hospitalisé, la radiothérapie, et puis la chimiothérapie qui induit de nombreux effets secondaires. On a également l'exacerbation des symptômes qui sont liés à la ménopause, les bouffées de chaleur qui peuvent apparaître la nuit, des changements hormonaux. Et puis, on peut également observer un changement des rythmes circadiens qui va directement être induit avec un décalage de phase, l'apparition de siestes en journée. Et puis, dans un troisième temps, on a également tout ce qui est lié à l'après-cancer avec la peur de récidiver et puis les autres symptômes qui peuvent persister sur le long terme. Concernant donc les facteurs perpétuants qui vont faire que cette insomnie va devenir chronique, que cela soit en oncologie ou chez les personnes lambda, on retrouve à peu près les mêmes choses. Donc, c'est vraiment le fait d'avoir des comportements de sommeil inadaptés, un temps excessif passé au lit alors qu'on ne dort pas forcément, des horaires de lever, de coucher irrégulières, faire les siestes en journée, avoir des activités qui sont incompatibles avec le sommeil, le fait de se réveiller la nuit, de prendre le téléphone ou de partir manger quelque chose. On a également des croyances, des attitudes qui sont erronées à ce sujet. On peut avoir des attentes irréalistes en matière de sommeil. Et puis souvent, on peut constater effectivement que les patients qui ont des troubles du sommeil ont une mauvaise évaluation par rapport à la réalité. On a souvent l'exemple de personnes qui nous disent écoutez, j'ai fait une nuit blanche, j'ai dormi 2 heures. Et au final, quand on fait une exploration du sommeil avec la polysomnographie, par exemple, on constate qu'ils ont quand même dormi 6 heures. C'est vrai que des fois, on a un décalage entre ce qui est vraiment mesuré et puis ce qui est subjectif à la personne. Au final, en pratique clinique en oncologie, donc cette insomnie est vraiment négligée, sous-évaluée. C'est vrai qu'on considère que c'est une réaction qui va être normale, transitoire. Par conséquent, les patients aussi vont sous-déclarer ces troubles, le considérer comme un problème mineur. Mais on constate que la prise d'hypnotique concerne quand même 25 à 50% des ordonnances. Et néanmoins, on sait que ça doit rester une solution de court terme qui représente un risque important de dépendance, d'insuline rebond. Et on constate, par conséquent, on va éviter tous les traitements non pharmacologiques qui ont pourtant de nombreux bénéfices sur l'insomnie. Et puis, in fine, on va rentrer dans ce cercle vicieux d'entretien de l'insomnie et diminuer la qualité de vie des patients. Cette insomnie, elle réside dans une prise en charge qui est pluridisciplinaire. Dans un premier temps, donc, nous avons les thérapies cognitives comportementales qui restent le traitement de référence pour l'insomnie chronique. Et puis, il y a également une importance de pouvoir orienter ces patients vers un professionnel du sommeil pour qu'il y ait justement une prise en charge et un suivi sur le long terme. Et puis, bien sûr, l'activité physique qui a déjà démontré de nombreux bénéfices sur la diminution de ces effets secondaires cités à ci-contre. Au final, donc l'activité physique peut être une thérapeutique non médicamenteuse contre ce symptôme. Dans la revue de littérature, on observe principalement que c'est l'exercice plutôt aérobique qui semblerait bénéfique jusqu'à 60 minutes par séance. Mais comme la fatigue, on n'a pas vraiment de prescription optimale pour améliorer ces troubles du sommeil. La dose, le mode, à quel moment, au niveau du moment de faire de l'activité physique, on sait seulement que il faudrait pratiquer au moins 3 heures avant l'heure du coucher. On a également d'autres revues, méta-analyses assez récentes qui se sont intéressées à l'exercice en combinaison avec des activités corps-esprit. Donc, ça correspond plutôt aux activités tai chi, yoga, qigong. Mais on n'arrive pas vraiment à avoir de consensus au niveau des résultats. Oui, on sait qu'il y a des bénéfices sur l'activité physique, sur le sommeil. Au niveau des activités corps-esprit, on a encore des résultats assez ambivalents.
Et donc, il y aurait une importance au final de pouvoir orienter des recherches futures vraiment sur des interventions individualisées à chaque patient. Simplement pour faire le comparatif avec la population générale, mais qui a de l'insomnie, on sait que la pratique d'exercice en aigu, donc le fait de faire une activité et ensuite de voir ce qui se passe sur la nuit suivante, pour des exercices plutôt de type aérobie modéré, on observe avec la polysomnographie une diminution de la latence d'endormissement, du temps d'éveil total, de la veille intra-sommeil et une diminution de l'anxiété. Et on observe également une augmentation du temps de sommeil total et de l'efficacité de sommeil. Et on s'est également intéressé aux effets de l'exercice chronique. Et puis, on observe également des résultats bénéfiques sur l'augmentation du temps de sommeil total, la diminution de la latence d'endormissement et une diminution du nombre d'éveils la nuit. Et puis, il semblerait qu'on ait des résultats similaires pour des exercices de renforcement musculaire. Donc, concrètement, aujourd'hui, en cancérologie, comment est-ce qu'on pourrait mettre en place un dépistage systématique de ces troubles du sommeil et à quel moment? Et puis également, il y aurait une importance de pouvoir conseiller et orienter les patients pour une prise en charge de ces différents troubles du sommeil. Merci pour votre attention. Alors, on va revenir sur les questions. N'hésitez pas à en écrire, on va les reprendre au fur et à mesure. L'objectif, c'est d'ouvrir un petit peu aux discussions pour animer et commenter ces deux interventions. Donc, j'ai une première question qui est là. Pour l'activité physique adaptée, y a-t-il un meilleur moment dans la journée pour la pratique de l'activité sportive? Pour ne pas perturber le sommeil, il faudrait que ce soit à distance du sommeil. Non. Si on prend les problématiques du sommeil, effectivement, on va être attentif et vigilant pour proposer un bon moment. Si on est en présence d'un patient ou d'une personne qui a une problématique d'endormissement, de problème de sommeil, mais en l'occurrence, hors effet chronobiologie et autres, on ne va pas trop s'astreindre. Enfin, en tout cas, nous, ce n'est pas les conseils qu'on donne, puisque généralement, avant même de conseiller un temps optimal de prise en charge, on va se poser la question de savoir comment bouge la personne, est-ce qu'elle bouge suffisamment, est-ce qu'elle bouge de manière sécurisée, etc. Et donc, l'idée, c'est plutôt de faire un état des lieux de ce que la personne fait. Et effectivement, on parlera du temps optimal si nécessaire. Mais c'est pas, de prime abord, c'est pas ce qu'on voit avec le patient, le temps, mais plutôt la fréquence d'activité. Voilà. Encore une question sur l'activité physique adaptée. L'activité physique, quand j'en fais trop, quels sont les signes qui doivent alerter? Comment le diagnostiquer? Le syndrome un peu de surentraînement ou de trop d'activité physique, il est variable. La douleur fait partie des effets secondaires à court terme de l'activité, puisqu'il y a un phénomène de cicatrisation au niveau musculaire, notamment, ce qu'on appelle les courbatures, ce qui est un phénomène tout à fait normal. Il faut s'inquiéter quand ça perdure. Quand on a une augmentation de la sensation de fatigue chronique, où là, on peut se poser des questions. Après, il faut encore évaluer, savoir si on est en situation d'un patient qui a une problématique de santé. La fatigue pourrait être due à une évolution de la maladie, mais pas que, par une augmentation de l'inflammation, liée en partie peut-être par l'activité physique. Donc, ça dépend le cadre, le moment, à réévaluer, mais globalement, on peut avoir présence de douleurs articulaires, musculaires, chroniques, qui s'installent sur des sites spécifiques comme les tendons, les douleurs musculaires qui perdurent, la sensation de fatigue chronique, et puis l'impression malgré le fait de s'entraîner, de diminuer en capacité et en performance. Et de ne pas pouvoir progresser. Ouais, c'est ça. C'est d'être en absence de progression malgré le fait de maintenir un volume d'entraînement. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour ceux qui sont à notre écoute? Et moi peut-être un commentaire pour compléter un peu ce que j'ai fait. Ce que j'ai dit, c'est qu'on a une loi en France depuis 2016 qui nous permet de prescrire l'activité physique. Donc, les médecins ont le droit de prescrire, sauf que on ne sait pas forcément comment le prescrire parce que par définition, une prescription, ça doit répondre à une posologie comme un médicament. Et là, aujourd'hui, malgré vous avez vu le nombre de publications qu'il y a sur le sujet, on sait que l'activité physique, c'est bénéfique, quel que soit le cancer et le type de cancer, quel que soit le moment de la prise en charge. Ce qu'on ne sait pas, c'est dire, vous avez une toxicité cardiaque, il faut faire telle activité physique. Vous avez perdu du poids, vous êtes dénutri, il faut faire telle activité physique. On a des pistes, mais on ne sait pas prescrire réellement avec une posologie fiable. Et c'est pour ça que l'intérêt, c'est de faire un vrai bilan individualisé, identifier les besoins, les objectifs du patient et personnaliser la prise en charge en fonction des symptômes, en fonction des problématiques. Ce qui fait que la recette en fait, de l'activité physique, aujourd'hui, on n'a pas d'ordonnance. On a des ordonnances types qui sont publiées. Une collègue qui a publié depuis 2020 un livre sur les ordonnances d'activité physique sur les différentes maladies chroniques. Donc en cancérologie, il
des dizaines de modèles d'ordonnance, mais c'est les mêmes, que ce soit un lymphome ou un cancer solide. Donc l'idée, c'est d'individualiser et personnaliser la prise en charge. Puis en fonction des traitements. Voilà, tout à fait. En C'est fonction des ça qui est traitements, on ne va pas mettre en place les mêmes choses. Les objectifs ne sont pas les mêmes. Oui. Après une chirurgie du cancer du sein ou après une chirurgie digestive avec une laparotomie, on ne va pas être sur les mêmes modèles de prise en charge. Donc, c'était pour compléter un petit peu ce que j'ai dit. Sachant que c'est des prises en charge qui sont dynamiques aussi au fil du temps, parce que le besoin pré-chimiothérapie, c'est pas le même que pendant la chimiothérapie, c'est pas le même que lors de la récupération. C'est 3 temps qui sont différents et qui sont complémentaires, donc l'évaluation, elle est dynamique en fait, tout au long de la prise en charge. Donc, c'est ça qui est important au-delà d'une ordonnance, c'est l'ordonnance du bilan et de la prise en charge finalement qu'on devrait faire. Et sans culpabiliser les patients, parce que après une chimiothérapie, il dit 2, 3 jours après, des fois un peu plus, je peux rien faire. Bon, vous pouvez rien faire, mais on peut quand même faire un petit peu. Se laver, s'habiller, emmener ses enfants à l'école si possible, continuer à avoir un peu d'activité. Et puis les jours où ça va mieux, on en profite pour en faire un peu plus, quoi. On va augmenter le volume d'activité, on va essayer d'en faire un peu plus pour compenser. Et c'est un peu comme l'alimentation, sans faire de jeûne, on va se dire aujourd'hui j'ai un peu moins faim, j'ai des nausées, je mange moins, mais après on récupère sans être dans l'excès de trop d'activité physique ou pas du tout. Voilà. Encore des questions. Alors, quelles sont les activités les plus préconisées dans le cas d'un cancer du poumon spécifiquement? Ça dépend la période, mais globalement, toujours, on est sur le poumon. On peut avoir une diminution des capacités pulmonaires s'il y a une chirurgie, déjà, d'emblée. Juste physiologiquement, on a enlevé une partie du poumon, donc on peut avoir une petite limitation, mais ce n'est pas systématique, on peut avoir un phénomène de compensation. Mais globalement, on est plutôt sur de la réadaptation cardio-respiratoire, donc des activités d'endurance, aérobie, et y associer du renforcement musculaire, quand même, souvent, on privilégie l'endurance. Et dès qu'on arrive à un certain volume d'endurance, on va passer à de l'activité de renforcement musculaire. Pourquoi? Parce que souvent, dans le cancer du poumon, on a une perte de poids, parce que s'il y a une chirurgie, souvent elle est lourde, donc on alite les patients, on va souvent avoir une dénutrition et puis une perte de sensation de faim, donc qui va faciliter la perte de muscle. Mais donc d'abord l'aérobie, d'abord l'endurance, et ensuite du renforcement musculaire quand c'est possible. Et idéalement, il faut toujours, quel que soit le cancer, coupler les deux. Je continue sur les questions APA, et puis il y a des questions insomnie que j'ignore pas, mais on y reviendra après. Est-ce qu'il y a un bilan à faire avant la prescription d'APA? Justement, on évoquait le fait de faire une ordonnance bilan. Qu'est-ce que tu intégrerais comme mission bilan? Alors, la question aussi est peut-être un peu débat, c'est qui fait le bilan? Est-ce que le médecin, l'oncologue a le temps ou le médecin généraliste? Le temps, c'est sûr, pas du tout. Le temps, déjà, pas du tout. Les connaissances, pas forcément. Et c'est pour ça que moi, je suis plutôt, même s'il y a des nouvelles recommandations HAS qui sont sorties en septembre là, sur la prescription pour les médecins généralistes notamment, pour la prescription d'activité physique, si le médecin se sent capable de prescrire et de faire un réel bilan en termes de prescription d'activité physique, c'est idéal pour les personnes qui vont bénéficier de ce bilan et puis les professionnels qui vont prendre en charge le patient. Dans la vraie vie, on est plutôt sur un modèle de prescription qui permet simplement de dire il n'y a pas de contre-indication, et c'est ça qui est important. C'est de dire j'estime en tant que médecin que mon patient il a tout intérêt à faire l'activité physique, il n'y a pas de contre-indication. S'il y en a, je les évoque, peut-être aussi, attention, des méta-osseuses, etc. Et après, c'est à la place, je trouve, aux professionnels, les kinésithérapeutes, des enseignants pas, aux éducateurs sportifs formés au sport santé, de faire un réel bilan sur la condition physique, les composantes de la condition physique et les différentes problématiques que pourrait proposer le patient. Et à l'issue de ce bilan, grâce à la prescription initiale, faire une vraie proposition de programme. L'autre chose que je voulais rajouter à ce que tu viens de dire, c'est que je pense que le bilan, il doit être multidisciplinaire. Et ce qui serait dans un monde idéal de possibilités en termes de nombre de patients à traiter et les moyens humains qui sont mis à disposition aujourd'hui, c'est de se dire que le faire à plusieurs, ce bilan, serait peut-être optimal à intégrer la vision de l'oncologue sur les traitements qui sont en cours, les traitements à venir ou les conséquences, etc. Et le prof d'activité physique adaptée, le kiné, la version psychologue. Je pense qu'il y a un bilan multidisciplinaire qui est important et c'est un peu ce qu'on essaye de mettre en place avec l'hôpital de jour de soins de support qui a pris tout son essor sur ces dernières années où effectivement on essaye d'intégrer une journée de réhabilitation post-cancer, la petite case qu'on coche quand on fait nos demandes et je pense que ce bilan il s'intègre dans ce parcours-là et c'est extrêmement important. Alors, je crois qu'il y a d'autres questions. Alors, je crois qu'on attaque l'insomnie. Donc, il n'y a pas d'autres questions à part. Quand dois-je consulter pour une insomnie? Quand je suis traitée pour un cancer.
Et est-ce que je devrais m'auto-diagnostiquer? Bonne question. Je pense qu'il n'y a pas de temps pour consulter vraiment un professionnel du sommeil, que ce soit même pendant la phase de traitement. On sait que c'est un peu plus compliqué et que c'est vraiment rythmé. Ben voilà, le fait de venir toutes les 3 semaines pour son traitement. Mais pour moi, ça serait vraiment pas atteindre vraiment une insomnie qui va perdurer dans le temps et essayer de la prendre en charge le plus rapidement possible. Je rajoute encore la casquette de l'onco. Je ne sais pas si c'est un biais parce qu'on travaille de plus en plus avec des acteurs de soins de support via tous les projets mis en place à l'IRFC et dans nos hôpitaux de jour. Mais effectivement, on y est de plus en plus sensibilisé et du coup, on pose de plus en plus la question. Et c'est vrai que le patient qui, quand il nous voit en consultation, il se dit je vais l'avoir en un quart d'heure, 20 minutes au max. Je vais lui poser telle ou telle question sur la suite de mon calendrier et sur tout ça. Effectivement, ce que tu disais sur il minimise. Clairement, pour lui, ce n'est pas l'objectif je pense qu'il doit penser à partir au médecin. Les traitements. Il en parle peut-être plus au pharmacien, peut-être plus à l'infirmière, mais nous, on pose de plus en plus la question, et ça, c'est une réalité. Et du coup, ils nous le disent de plus en plus. Et nous, c'est un cercle vicieux aussi de notre côté, on en prend conscience. Et du coup, on pose encore plus la question aux patients, parce que c'est effectivement, on a l'impression que l'incidence, elle est énorme sur les troubles du sommeil. Alors, moi, il y a déjà dans vos 2 présentations qui sont très complémentaires quelque chose de vraiment très, très bien, c'est qu'il y a la dimension activité physique pour la guérison du cancer, etc. Il y a activité physique et fatigue, et puis le parallèle avec fatigue dans la présentation de Chloé. Et donc, c'est une plainte fréquente, les troubles du sommeil, et la fatigue fait partie des plaintes quand il y a de l'insomnie, ou pas d'ailleurs, parce que quand l'insomnie est une insomnie essentielle, souvent les gens ne sont pas fatigués, parce qu'il y a en fait une augmentation du système d'éveil, etc. Mais quand il y a des comorbidités ou des raisons multifactorielles à l'insomnie, on fait toujours, nous, quand on prend en charge des patients, un petit peu une enquête, l'environnement, le mode de vie, tout ce qui est organique, médicamenteux, les événements, tout ce qui est en fait des erreurs comportementales, les pathologies psychologiques, voire psychiatriques. L'anxiodépression, comme tu en as bien parlé, c'est vraiment en lien et c'est des cofacteurs avec eux qui précipitent l'insomnie et puis qui l'entretiennent. Et puis, on arrive ensuite à développer, ou à mettre en évidence les facteurs d'entretien de l'insomnie, c'est-à-dire toute la diapo qu'a évoquée Chloé avec les croyances erronées. J'ai un cancer, je suis malade, j'ai eu un traitement, je ne vais pas dormir, ou alors pourvu que je dorme et avec des attentes irréalistes par rapport au sommeil, et tout ça va entretenir l'insomnie et le système d'éveil. Et donc, autant pour l'asthénie, on a vu l'intérêt de l'activité physique, autant pour diminuer l'insomnie, on a vu l'activité physique, et cette dimension de asthénie comme même facteur aggravant, même dans, je crois que vous me direz, mais dans la guérison, enfin dans la prise en charge du cancer, il y a des études qui ont montré le lien entre asthénie et évolution, etc., du cancer. Donc, on a tout intérêt à prendre cette problématique de façon globale. Voilà. Alors, pour répondre à la personne qui a demandé pour consulter, ben oui, il faut consulter. À partir du moment où on a une plainte de sommeil et qu'elle devient invalidante au quotidien, on parle, si c'est plus de 3 fois par semaine, plus de 3 mois, et qu'il y a des signes associés en termes de fatigue, d'irritabilité, de troubles de l'humeur, de troubles même décisionnels, de troubles même somatiques. Les gens qui ne dorment pas assez, ils peuvent avoir des vertiges, ils peuvent avoir des troubles fonctionnels digestifs, des myalgies, des arthralgies. On ne sait plus qui fait quoi, si c'est les traitements, si c'est le manque d'activité, etc. Et donc, ça permet de faire un bilan global de la problématique. Et puis, donc, elle a aussi parlé, Chloé, des pathologies associées, c'est-à-dire que quand on a de la chimiothérapie, on peut avoir des neuropathies, des syndromes des jambes sans repos, on peut prendre du poids avec l'hormonothérapie, donc ça peut développer des syndromes d'apnée du sommeil. Donc, en fait, on essaye vraiment de mettre en évidence les éléments qui sont plus en avant pour la prise en charge, mais forcément, dans la consultation d'insomnie, on va tout balayer. Ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps, et c'est bien d'avoir aussi des liens avec les oncologues, les spécialistes, et voilà, parce qu'on n'est pas forcément
tous spécialisés dans tout ce qu'on devrait faire pour corriger ou pour Donc, dans un monde monde idéal, dans l'hôpital du jour de soins de support pour la partie réhabilitation des cancers, on vous accueille avec plaisir. Parce que effectivement, c'est clair, c'est multifactoriel et au-delà de la réhabilitation post-cancer, on l'abordait en venant avec Quentin, c'est la compliance au traitement. Et effectivement, la compliance à l'hormonothérapie, qui est un traitement pilier majeur dans le cancer du sein, on se rend compte aujourd'hui avec recul que la compliance, il y a environ 40%, voire 50% des patients qui ne le prennent pas en totalité sur les 5 ans prescrits. Et je pense qu'il y a un travail à faire autour de ça, sur l'éducation thérapeutique. On entend beaucoup parler de l'éducation thérapeutique, mais du sport, intégrer cette vision très spécifique de la qualité du sommeil et sur comment on peut intervenir sur tout ça. Et je pense que ça améliorerait la compliance, la prise médicamenteuse pendant 5 ans et limiterait la prise de poids et tout ce que tu décris. Alors, en plus, dans la prise en charge de l'insomnie, il y a déjà des messages de base que tout le monde connaît, mais en fait, qu'on n'applique pas forcément. C'est-à-dire en termes de régularité de rythme veille-sommeil, en termes oui, l'activité physique va augmenter l'amplitude de la courbe thermique et va avoir un rôle sur le sommeil, l'alimentation, la lumière le matin. Alors, je ne sais pas si dans la prise en charge des patients en général, c'est évoqué, mais je pense que ça ne l'est pas encore beaucoup. Mais toutes ces règles générales d'hygiène de sommeil, déjà, je pense que 6 ou 7 fois sur 10, on améliore des choses. Ça peut être un levier d'action, je pense, déjà important. Voilà. Et nous, on le voit dans les consultations. Alors, on cherche toujours un facteur qui en fait qui a précipité l'insomnie. Et des fois, on est très étonné. On trouve des choses il y a 15 ans. Et on parlait juste avant le début de la présentation des troubles de l'asthénie qui peut perdurer, des troubles cognitifs qui peuvent durer jusqu'à 20 ans après une pathologie, une prise en charge d'un cancer. En fait, on sait aussi que le sommeil a des conséquences en termes neurocognitifs. Donc, quand il y a des choses associées, on peut, par le biais de la consultation de sommeil, améliorer. Voilà. Donc, on cherche toujours les facteurs qui entretiennent ensuite l'insomnie. Et c'est là où il y a tout le rôle de la thérapie cognitive et comportementale. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va travailler, enfin, pas moi personnellement, mais les neuropsychologues, sur les pensées, les comportements, les émotions, et en fait, tout est lié. Et l'ATCC est c'est recommandé dans l'HAS, dans la prise en charge de l'insomnie. C'est pas forcément facile, c'est pas très accessible et ça a un certain coût, mais c'est très efficace. Oui, en effet, quand on aborde les troubles neurocognitifs, c'est une plainte majeure chez nos patients en cours de traitement. Il y a des publications qui montrent que ces troubles neurocognitifs sont décrits avant même qu'on prescrit la chimiothérapie. Et il y a des publications récentes qui prouvent que l'activité physique adaptée sur cette apparition de 20% à peu près de troubles neurocognitifs, ça diminue de 50% déjà avant l'initiation des traitements. Ce qui est énorme parce que effectivement, l'anxiété, la fatigue, le stress, tout ça, ça joue sur les capacités attentionnelles et de concentration et forcément neurocognitifs. Et je pense qu'il y a tout le travail aussi sur ces troubles-là qui sont minimisés aussi, que les patients nous disent de plus en plus parce que on a de plus en plus évoqué aujourd'hui et on en entend beaucoup parler sur la réinsertion professionnelle. Donc, on traite de plus en plus de patients. De plus en plus de patients retournent dans le milieu professionnel et elles se rendent compte de la fatigue à l'effort, des troubles de concentration. Et l'APA a tout son sens aussi sur l'APA, la correction des troubles du sommeil, de la fatigue, a tout son sens sur la récupération neurocognitive post-chimiothérapie. En tout cas, dans l'aide à la récupération. Et puis, reprendre une activité va minimiser ensuite la problématique de l'altération du rythme, activité, repos. C'est vrai. Voilà, l'arrêt de travail, dire qu'en fait, en passant trop de temps dans son lit, par exemple, on va aggraver les problèmes de sommeil, parce qu'en fait, notre qualité de sommeil va dépendre de notre qualité d'éveil, de sa durée et de notre qualité d'éveil en termes d'activité physique aussi. Et donc, en fait, ça a un gain énorme de reprendre une activité. Cela dit, il faut accompagner les patients et les patients qui ont des cancers pour leur expliquer tout ça, l'intérêt de marcher. Bon, je pense que tout ça, c'est fait, bien sûr, dans les vidéos, mais en termes même d'amélioration des qualités de sommeil, c'est important.
On a encore une question. Existe-t-il ou est-il envisageable chez les patients post-cancer de réaliser des suivis APA pour permettre de suivre la condition physique des patients après cancer? Alors, moi, je vais répondre oui. Quentin, je te laisse la parole. Exactement, oui, oui. Depuis peu, il y a deux programmes, deux modalités d'accompagnement qui existent en Franche-Comté. C'est donc le dernier qui est issu d'un décret et d'un appel à projet ARS qui permet d'accompagner donc à hauteur de 180 €, de faire des bilans après cancer pour l'activité physique, mais aussi nutritionnelle et aussi psychologique. Donc en Franche-Comté, sur tout le territoire, après un cancer, les patients peuvent bénéficier sur prescription médicale de cet accompagnement. Donc 180 €, c'est une enveloppe qui est formalisée par décret et donc elle a sa limite. Et globalement, on peut avoir jusqu'à 4 bilans. Si c'est spécifiquement et uniquement de l'activité physique adaptée, on peut programmer 4 bilans d'activité physique qu'on peut espacer par exemple de 3 mois, ce qui nous permettrait d'avoir après un suivi sur une année, donc à hauteur de 180 €. Donc le patient n'a rien à débourser et il va pouvoir être accompagné sur cette thématique-là. Et on a aussi des programmes de réhabilitation, donc là c'est un peu plus global, donc réhabilitation après cancer. On a un programme spécifique cancer du sein et on a aussi un programme spécifique onco-hémato, où là on ne fait pas spécifiquement un bilan d'APA, on a le bilan et la prise en charge en activité physique. Est-ce pareil si je fais de l'APA seul ou en groupe et encadré? Alors, tout dépend le bénéfice recherché. On a même, nous, des patients qui viennent aux séances d'activité physique adaptée, par exemple de marche nordique au CHU de Besançon. Alors, on marche, les séances de marche nordique ont lieu sur l'espace des Hauts du Chazal, donc un espace qui est en pleine construction aujourd'hui. Quand on a commencé, il y avait encore un peu d'arbres et un peu de verre. Aujourd'hui, ça s'est vraiment développé, donc il y a beaucoup de bâtiments, donc c'est pas forcément très sympa d'aller marcher alors qu'on a des bois peu loin. Et on s'aperçoit que les patients quand viennent pour le côté collectif et social de l'activité physique. Et certaines personnes vont venir aux séances d'activité physique pour avoir le côté social et pas être isolées chez soi en disant j'ai mon cancer, je travaille plus, je vois plus personne, je vois moins mes amis. Et en plus de ça, voilà, je suis bloqué chez moi. Et donc, et pour autant, ces personnes-là vont venir à cette séance-là d'activité physique une fois par semaine pour le côté convivial et social, et le reste du temps vont aller marcher toutes seules 1 heure dans les bois. Donc, tout dépend des besoins et des envies de chacun, mais je dirais que ça dépend de la condition physique avant tout, des capacités physiques ou des incapacités physiques, et en fonction de ça, on va plutôt avoir des activités supervisées. Plus on va avoir de comorbidité, plus on va avoir de symptômes de sa maladie, ou plus on va avoir, peut-être qu'on n'a même jamais bougé, mais qu'on a envie de bouger, là, il faudrait être accompagné, supervisé. Et si on est déjà très actif, peut-être que le besoin, c'est d'être avec d'autres personnes qui ont peut-être la même maladie, pour avoir juste le côté social. Et puis pour la performance, on l'aura tout seul. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le sommeil ou l'activité physique ou autre, hein? Je ne sais pas. Alors moi, j'avais une question pour vous deux. Et puis, pour aussi donner des informations. Quelle est la suite des projets aujourd'hui en oncologie? Donc, Chloé, tu travailles sur justement une thématique qui est le cancer du sein et le sommeil. Tu peux nous en dire plus? Donc actuellement, c'est un travail de recherche où effectivement, on s'intéresse aux patients donc, qui sont en cours de traitement et donc on va évaluer donc, cette insomnie au milieu du traitement et ensuite on va avoir 2 groupes, un groupe de patients qui aura les traitements habituels et puis pour l'autre groupe, on va faire ce qu'on appelle du réentraînement à l'effort où elles vont faire donc, pendant 12 semaines, 3 séances de vélo sur cycle ergocycle. Et puis, on va voir s'il y a des bénéfices de cette activité physique ensuite à l'issue du traitement avec ce type d'activité. Et d'un point de vue APA, quelles sont les perspectives 2023? Il y en a pas mal. La première des choses, c'est que déjà, on a de l'activité physique adaptée qui est proposée gratuitement dans l'ensemble des centres membres de l'IRSC. Donc, il y a 8 établissements. Ces 8 établissements proposent de l'activité physique adaptée. Pour avoir un comparatif, en 2011, les premières séances d'activité physique ont eu lieu au CHU, à l'initiative de Nathalie Menvaux, qui est oncologue médicale, donc scénologue. Et donc, 2 heures d'activité physique adaptée sur la Franche-Comté. Aujourd'hui, on a un peu plus de 85 heures d'activité physique par semaine
sur le territoire franc-comtois et à 90% financés par des fonds privés, donc des associations. Donc l'enjeu, c'est de maintenir ce volume d'activité, continuer à le développer, puisque chaque année, on crée de nouvelles heures d'activité. Donc déjà, ça, c'est l'enjeu majeur, c'est de maintenir, voire développer pour que les patients aient encore plus accès à l'activité physique sur d'autres créneaux. On en a le mardi, le jeudi à Besançon, on en a en service d'hospitalisation, en pédiatrie et autres. Maintenant, l'enjeu, c'est de proposer de nouveaux créneaux sur des jours où on n'a pas de séance. Et donc ça, c'est pour la partie pendant le traitement, avec la structuration aussi et le développement des hôpitaux de jour de soins de support, qui est un vrai bel outil aujourd'hui, qui permet vraiment cette prise en charge pluridisciplinaire dans les différents services des établissements membres de l'IRFC, et qui permet réellement vraiment d'accompagner globalement le patient, d'avoir un vrai parcours, un vrai projet personnalisé. On parle du PPS, du projet personnalisé de soins. Ce n'est pas que le traitement, c'est aussi le soin de support. En gros, un projet personnalisé en soins de support. Et donc ça, c'est un vrai bel outil à harmoniser, à développer avec des vrais parcours patients. Concernant la spécificité de la personne âgée, est-ce que il y a des projets autour de la personne âgée sur les troubles du sommeil? Parce que souvent, les troubles du sommeil sont vraiment marqués chez la personne âgée. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de thérapeutiques, il y a de plus en plus d'indications thérapeutiques chez la personne âgée aussi, avec une amélioration de la tolérance grâce à tous les soins de support. Mais est-ce qu'il y a une place, du coup, à l'activité physique adaptée et au travail autour des troubles du sommeil dans cette population-là? Alors, je pense qu'effectivement, chez la personne âgée, on a progressivement, naturellement, un sommeil qui va s'altérer au niveau de la qualité, de la quantité. Et puis, on va avoir ce qu'on appelle le décalage de phase. Donc, effectivement, il y aurait un intérêt aussi à s'intéresser à cette population. Alors, oui, c'est sûr que pour la personne âgée, il y a plein de mécanismes qui régulent normalement et physiologiquement le sommeil qui sont un petit peu mis en veille. Et donc, en fait, on a une courbe de température qui est moins ample parce que les gens sont moins actifs. On a une sécrétion de mélatonine qui est moins importante parce que l'épiphyse est calcifiée. On a une rétine qui est altérée, donc le signal de la lumière va faire qu'il est moins pris en compte. Et il y a toutes les polypathologies qui peuvent aggraver les troubles du sommeil. Mais c'est pareil, je pense que, il me semble que le sommeil fait partie de l'évaluation du bien vieillir, entre guillemets, autant que l'appareil locomoteur, les troubles cognitifs, etc. Et que bien dormir, c'est bien vieillir. Et donc, il y a eu déjà en Franche-Comté des démarches qui ont été faites, pas des démarches, mais des manifestations qui ont été faites, des programmes de prévention, voilà, auxquels on a déjà participé dans la Franche-Comté pour apprendre à la personne âgée comment évolue le sommeil, l'évolution physiologique, puisque, en effet, le dit Chloé, on va perdre du sommeil profond, on a un sommeil plus fragmenté, on a une efficacité de sommeil qui va être un peu diminuée, le temps passé au lit qui peut être un peu plus important, il y a les réapparitions de la sieste, etc. Et donc, il y a des programmes de prévention qui sont peut-être pas assez développés, mais en tout cas, il y a des messages qui sont passés autour du sommeil de la personne âgée et de la prévention et du maintien de la qualité de sommeil. C'est vrai que sur l'activité physique, voilà. En oncologie, si on fait juste le point sur la biblio, on s'aperçoit qu'il y a très peu de données. C'est vrai qu'activité physique adaptée et insomnie en cancérologie, déjà, les données sont minces. Et finalement, en oncogériatrie, c'est encore plus limité. On l'a fait avec le Dr Menvaux, ce travail-là, et on s'est aperçu qu'il y avait vraiment très peu de données et un vrai intérêt pour ces patients-là. Et donc, la première initiative en Franche-Comté, ça a été à l'intérieur de ces hôpitaux de jour de soins de support, de pouvoir faire des vrais temps d'évaluation oncogériatrique dont les oncologues ont besoin aussi pour valider ou invalider certains projets de traitement. Et donc, cette évaluation, elle est pluridisciplinaire. Donc, au-delà même de l'activité physique, il y a toute la partie neurocognitive où on va aussi évaluer, bien sûr, le sommeil, d'autres problématiques sociales aussi sur le fait d'être maintenir l'autonomie. Et l'activité physique, on va être sur chose de global aussi, c'est de dire maintien des capacités pour faire face au traitement et si possible peut-être développer par la suite des programmes spécifiques en oncogériatrie qui n'existent pas aujourd'hui actuellement. J'avais encore une question pour la spécialiste sommeil. Est-ce que vous intégrez dans vos programmes de recherche ou d'analyse de l'activité du sommeil, au-delà de tout ce que tu nous as montré sur la montre et puis
des capteurs, etc. D'ailleurs, je ne sais pas comment on peut dormir avec tous ces capteurs. Est-ce que vous faites des dosages de mélatonine? Est-ce qu'il y a un intérêt? Alors, il y a un intérêt de le faire. Alors, nous, en pratique courante, on ne le fait pas parce qu'on ne peut pas le faire. Je sais qu'au laboratoire du sommeil, Hubert Bourdin le fait. Ça a un intérêt, bien sûr. Il le fait même de façon quasi systématique pour les patients qui sont en bilan sommeil généraux, puisqu'en fait, ça va le profil de sécrétion. Donc, c'est le profil de sécrétion urinaire de la mélatonine qui est le reflet en fait de la sécrétion de mélatonine qu'on a, puisqu'il y a une excrétion très rapide qui permet de voir s'il y a un déficit de sécrétion, mais surtout une avance ou un retard de phase, qui est beaucoup plus le cas d'ailleurs chez les adolescents, et qui permet de mettre en place, outre les mesures d'hygiène de sommeil, des programmes de resynchronisation que nous, on met relativement facilement en place pour les adolescents qui sont décalés, qui n'ont pas forcément une problématique organique, pathologique, etc. Et chez les personnes âgées, souvent, il y a une avance de phase, c'est-à-dire qu'ils s'endorment très tôt, avec une sécrétion de mélatonine qui est diminuée, un éveil très, très matinal. On parle d'insomnie de fin de nuit, alors que ce n'est pas une insomnie de fin de nuit, c'est plutôt une avance de phase. Donc, oui, la sécrétion de mélatonine, enfin, le profil de sécrétion urinaire de la mélatonine, qui est son métabolite, est utilisé de façon courante, mais dans les centres spécialisés et plutôt en CHU. Et pour analyser le sommeil, comme vous le disiez très bien, dormir avec des capteurs, on se pose la question. on se pose la question. Ouais. La polysomnographie n'est pas l'examen de référence dans l'insomnie. La polysomnographie, elle a un intérêt pour voir la macro-architecture du sommeil, la fragmentation du sommeil, pour rechercher des pathologies et puis voir si les micro-éveils sont dus à tel ou tel événement de nuit, respiratoire, etc. C'est toutes ces mesures-là. Mais un des outils qu'on utilise le plus, nous, c'est l'agenda de sommeil. L'agenda de sommeil, c'est vraiment quelque chose qui est très parlant, autant pour le patient que pour nous. Ça nous donne une vision un peu plus objective qu'un discours où les gens racontent comment ils dorment et c'est un petit peu influencé par tout ce qui s'est passé au fil des semaines passées. Et puis donc, je sais qu'on a aussi des actimètres. Nous, on utilise également des actimètres de poignet, comme a montré Chloé, qui permettent d'évaluer l'activité repos, non pas le sommeil, puisqu'on ne sait pas comment il dort. Et puis, que Hubert Bourdin, docteur Bourdin, lui, le fait également systématiquement dans le cadre de ses bilans sommeil, si nécessaire. Voilà. Et donc, juste pour rebondir, dans l'étude actuellement qui fait l'objet de mon travail de thèse, on évalue la mélatonine salivaire, parce que voilà, l'urinaire était trop compliqué par rapport au parcours de la patiente. Et donc, en fait, les patients vont repartir chez elle avec leur petit kit, avec les petits tampons, à imbiber de salive 5 heures avant l'heure du coucher. Et puis, on évalue aussi la température corporelle, où là, on leur place des petits capteurs poignets et sous les aisselles. Et puis, on va essayer de voir si l'activité physique va pouvoir améliorer tous ces rythmes chronologiques aussi. Voilà, très bien, très très bien. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour nos auditeurs? Alors, il y a des écrans dans beaucoup de services d'oncologie, dans les salles d'attente d'oncologie. Alors, pas en radiothérapie à ma connaissance, mais on fait passer les petites vidéos que vous pouvez trouver sur le site de l'IRFC depuis plusieurs mois maintenant, sur tous les conseils de soins de support et tout ce qui est mis à disposition dans la région, justement sur la gestion de toxicité et sur l'activité physique adaptée. Et toutes ces vidéos-là, vous pouvez les retrouver sur le site de l'IRFC. Mais effectivement, on a eu cette idée-là aussi de mettre les écrans avec toutes ces choses, toutes ces informations très importantes qui défilent en salle d'attente. Merci beaucoup. Merci. À tous. Merci à vous tous. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent après, à les envoyer et puis on essaiera aussi d'y répondre. Voilà. Et merci aux organisateurs pour ce temps de discussion.